Bienvenue à notre discussion. La récente publication des millions de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein nous offre une plongée sans précédent dans l'un des dossiers criminels les plus marquants de notre époque. Mais loin de clore le débat, ces dossiers l'ont ravivé et de manière assez spectaculaire. Oui, tout à fait. Et la question qui brûle toutes les lèvres est au fond assez simple. Est-ce que ces documents décrivent avant tout l'entreprise criminelle d'un réseau, disons, très restreint, centré sur Epstein et Ghislaine Maxwell, ou bien au contraire, est-ce qu'ils sont le symptôme d'un échec institutionnel beaucoup plus large, d'une culture de l'impunité qui protège systématiquement les élites ? Je pense, pour ma part, que si l'on s'en tient strictement aux preuves, la conclusion est claire. Aussi choquant soit-il, les éléments matériels limitent la responsabilité pénale à ce cercle très proche. Les preuves d'un vaste réseau de trafic sexuel au service d'autres hommes puissants, elles restent très minces. Et je défendrai le point de vue inverse. Pour moi, lire ces dossiers uniquement sous l'angle pénal, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Ce qu'ils racontent, avant toute chose, c'est l'histoire d'une faillite systémique, d'une protection dont a bénéficié un réseau bien plus étendu, de personnalités influentes, même si ça ne se traduit pas par des dizaines d'inculpations. Alors, si on se base sur les faits établis par les enquêtes, le tableau est assez précis. La Associated Press a épluché les dossiers internes du ministère de la Justice et le constat est, disons-le, sans appel. Le FBI a trouvé des preuves accablantes des abus d'Epstein sur des mineurs, mais quasiment rien de tangible qui prouverait qu'il fournissait des victimes à d'autres hommes puissants. Les perquisitions dans ses résidences, que ce soit à New York, en Floride, dans les îles Vierges, n'ont révélé aucune vidéo, aucune photo compromettante impliquant d'autres personnes que lui et Maxwell. Il y a même un mémo interne de 2019 qui va plus loin. L'analyse de ses finances n'a montré aucun lien avec des activités criminelles, et ce, malgré des paiements versés à des personnalités. Le fameux mémo du FBI de juillet 2025 le dit noir sur blanc, pas de liste de clients, pas de preuves de chantage. Les enquêteurs ont simplement suivi les preuves, et toutes les preuves menées au duo Epstein-Maxwell. Je comprends parfaitement cette lecture légaliste, mais elle est, à mon sens, terriblement réductrice. C'est précisément en s'arrêtant à la question « qui peut-on poursuivre ?» qu'on manque toute la portée de l'affaire. Pour moi, ce dossier, c'est la chronique d'un échec institutionnel majeur. Tout commence avec cet accord de non-poursuite de 2008, un arrangement incroyablement clément qui lui a permis de continuer ses crimes pendant plus de 10 ans. Ensuite, il y a le scandale des caviardages. Des membres du Congrès américain, comme Massey et Cana, ont pu consulter les versions non censurées et affirment qu'au moins 6 noms d'hommes, probablement incriminés, dont un sultan et un grand PDG, sont délibérément cachés au public. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Et ce n'est pas tout. On a l'incapacité, ou peut-être le refus, de perquisitionner son ranch du Nouveau-Mexique, un lieu pourtant désigné par des victimes comme un site d'abus. C'est un trou béant dans l'enquête. Pour moi, l'affaire Epstein, ce n'est pas l'histoire d'un ou deux criminels, c'est celle d'un système qui a failli, à tous les étages. Fantasme qui a la vie dure, mais qui, honnêtement, ne résiste pas à l'examen des faits. En février 2025, la procureure générale Pam Bondi a laissé entendre qu'une telle liste existait. Ça a créé un appel d'air médiatique énorme, mais très vite, des responsables du FBI ont dû rectifier le tir publiquement. Non, aucune liste de ce genre n'a été découverte. L'absence de preuves matérielles est un fait. Pas de vidéo, pas de grand livre de comptes, rien. Rien qui ne permette de construire un dossier solide. On ne peut pas bâtir une théorie du complot généralisée sur des rumeurs ou des insinuations. Les rapports montrent que les enquêteurs ont suivi toutes les pistes, y compris celles qu'ils qualifiaient eux-mêmes de farfelues, et ils n'ont rien trouvé de substantiel pour inculper d'autres personnes. Attendez, mais c'est jouer sur les mots, franchement. L'absence d'un document intitulé « liste de clients.xlsx », ça ne signifie rien. Bien sûr qu'il n'y a pas un document aussi naïf. Les carnets d'adresses, les registres de vol du Lolita Express, voilà la liste de facto. C'est ça la liste de son réseau. Et plus grave encore, ce que les parlementaires Massey et Cana ont révélé, c'est que le ministère de la Justice semble activement protéger des noms. Ils ont découvert que certains documents avaient été caviardés par le FBI avant même d'être transmis au ministère, ce qui est, en passant, illégal. Quand on dissimule l'identité d'un haut fonctionnaire d'un gouvernement étranger ou d'un individu proéminent, on ne fait pas de la protection de la vie privée. On pratique une transparence sélective. Le public n'a accès qu'à une version expurgée de la vérité. Mais attendez, il y a une différence fondamentale entre être dans le carnet d'adresse de quelqu'un et être son complice de crime. C'est le cœur du problème juridique ici. Les noms de Bill Clinton ou Donald Trump, oui, ils apparaissent des centaines de fois.
Leurs liens avec Epstein sont connus, ils sont documentés, mais aucune victime ne les a jamais accusés, de manière crédible en tout cas, d'avoir participé aux abus. Les enquêteurs eux-mêmes le notent. 4 ou 5 victimes ont bien affirmé avoir été abusées par d'autres hommes, mais les preuves étaient jugées insuffisantes pour des poursuites fédérales. Ils ont même pointé des problèmes de crédibilité dans certains témoignages, comme celui de Virginia Giuffre, qui a reconnu avoir romancé une partie de ses mémoires. Une relation, même si elle nous paraît aujourd'hui totalement déplacée, ne constitue pas une preuve de culpabilité pénale. Mais c'est précisément là que se situe la faillite morale et systémique. Il ne s'agit pas de simples associations. Quand Richard Branson invite Epstein sur son île privée en lui demandant explicitement d'amener son harem, ce ne sont pas ses mots exacts, mais c'est l'idée, ou quand il lui conseille, après sa première condamnation, de faire intervenir Bill Gates pour réhabiliter son image, on a largement dépassé le stade de la simple relation sociale, c'est de la complaisance active. C'est ce que certains analystes appellent l'isolation sociale. On crée un cocon de légitimité autour d'un prédateur qui lui permet d'agir en toute impunité. Complice moralement, peut-être, mais un procureur ne peut rien faire de la complicité morale. Ce qui est fascinant, et juridiquement central, c'est de voir à quel point on a une montagne de compromission morale, mais à peine une colline de preuves criminelles exploitables contre d'autres. Et pour la justice, seule la colline compte. Et les conséquences politiques alors ? On les ignore. Un ministre britannique, Peter Mandelson, doit démissionner après la révélation de paiements. Un diplomate français soupçonné d'avoir transmis des briefings confidentiels de l'ONU à Epstein. Ces actes ne relèvent peut-être pas tous du trafic sexuel, je vous l'accorde, mais ils dessinent le portrait d'un réseau d'influence, de services mutuels, qui a protégé Epstein, lui a donné accès au pouvoir et lui a conféré un vernis de respectabilité indispensable à ses crimes. C'est ça, le système. Je ne nie pas ce réseau d'influence, mais il faut séparer les choses. La qualité de l'enquête criminelle sur le trafic sexuel ne doit pas être jugée à l'aune des échecs, certes spectaculaires, de l'administration pénitentiaire. Le rapport du ministère de la Justice sur la mort d'Epstein est absolument accablant pour le personnel de la prison, mais il conclut à l'absence d'actes criminels. L'enquête sur le réseau, elle, a mobilisé des dizaines d'agents, d'analystes qui ont passé au crible des millions de pages. Le mémo de juillet 2025 parle d'un examen exhaustif. Il est facile de critiquer les résultats quand ils ne correspondent pas à l'attente du public d'un grand déballage, mais ça ne veut pas dire que l'enquête a été bâclée. Comment pouvez-vous dire ça ? Comment faire confiance à l'intégrité de l'enquête criminelle quand l'enquête sur la mort même du principal accusé est un tel fiasco ? Le rapport de l'inspecteur général a listé des échecs nombreux et graves. On a des gardiens qui falsifient des registres pour dire qu'ils ont fait leur ronde. On a un système de caméra qui est en panne depuis des jours, précisément devant sa cellule. On a des ordres directs de la psychologue d'assigner un codétenu à Epstein qui sont tout simplement ignorés. Des experts indépendants ont qualifié le traitement de la scène de travail bâclé. Si des institutions fédérales sont à ce point incapables de gérer la détention et la mort de leurs plus célèbres prisonniers, comment peut-on croire une seconde qu'elles ont mené une enquête sans faille sur son réseau complexe, international et rempli de contacts au plus haut niveau de l'État ? C'est impossible. Le rapport sur sa mort pointe des défaillances humaines et matérielles gravissimes au sein du bureau des prisons. Il ne remet pas en cause le travail des équipes d'enquête du FBI, qui sont des entités différentes. On ne peut pas tout mélanger. Mais si, c'est justement ça qu'il faut mélanger. C'est le même système. Et l'absence de perquisition aux ranches du Nouveau-Mexique, c'est une preuve de plus de cette approche lacunaire. Ce n'est pas un détail, c'est un lieu identifié par des victimes comme un site central d'abus. L'ignorer, ce n'est pas une simple erreur, c'est une faute professionnelle qui pose question. Quand on accumule l'accord de 2008, les caviardages, le fiasco de la prison et les oublis majeurs dans l'enquête, ça ne ressemble plus à une série de coïncidences. Ça ressemble à un schéma récurrent de dysfonctionnement qui, curieusement, va toujours dans le sens de la protection des puissants. C'est une interprétation. Une autre serait de dire que les enquêteurs ont fait des choix stratégiques, qu'ils ont alloué leurs ressources là où les preuves étaient les plus solides, c'est-à-dire en Floride et à New York, pour garantir au moins la condamnation de Maxwell. Parfois, une enquête doit se concentrer pour être efficace, même si cela signifie laisser des zones d'ombre. Des zones d'ombre qui abritent peut-être les plus gros poissons. C'est un pari bien pratique. En se concentrant sur le menu fretin, on s'assure de ne jamais attraper les requins. En résumé, pour moi, les preuves matérielles et les conclusions des enquêtes fédérales sont têtues. Elles concentrent la criminalité sur Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Les dossiers révèlent un entrelac de relations moralement toxiques avec des personnalités de premier plan, mais ne fournissent pas les éléments nécessaires pour prouver un vaste complot de trafic sexuel. Et en droit, la distinction entre une association choquante et une complicité criminelle active, eh bien, elle reste fondamentale. Et je conclus, pour ma part,
Qu'analyser ce dossier uniquement à travers le prisme des inculpations, c'est accepter de ne voir qu'une infime partie du tableau. Ces documents racontent avant tout l'échec d'un système sur plusieurs décennies, de la clémence d'un accord en 2008 à la négligence qui a permis sa mort en 2019. Les noms cachés, les répercussions politiques internationales, la complaisance de son entourage. Tout cela dessine le portrait d'un écosystème qui, par ses actions ou ses inactions, protège les puissants et empêche une véritable reddition des comptes. Notre désaccord reste entier. Ces dossiers soulèvent des questions absolument fondamentales sur les limites de la justice face au pouvoir et à l'influence. Absolument. Et confronter ces deux lectures est essentiel. Car il est probable que la vérité complète sur l'étendue de ce réseau et de ses protections reste encore aujourd'hui à découvrir.